3 personnes sont en garde à vue après l'accident qui a fait un mort et 2 blessés graves ce matin sur un point de blocage dans l'Ariège. Ces 3 personnes étaient dans la voiture qui a foncé sur le barrage pour une raison encore inconnue. La victime est une agricultrice d'une trentaine d'années. Elle était éleveuse de vaches limousines et productrice de maïs à quelques kilomètres de Pamiers où a eu lieu l'accident. Son mari et sa fille adolescente sont dans un état très grave avec un pronostic vital engagé. Sur place, l'émotion est vive. Christian, agriculteur, était un proche de la victime. Déjà exceptionnel. C'est des amis à nous, des collègues. On a passé les soirées ensemble, on a fait les fêtes ensemble. Étant jeune, on s'est beaucoup croisés dans les écoles, agriculture, on se connaît quoi, vraiment. C'est une petite famille. C'est dommage pour le mouvement quoi. Faire des manifestations dans ces conditions-là, c'est difficile pour nous quoi. C'est à eux qu'il faut penser. Des propos recueillis par Caroline Baudry, envoyée spéciale pour Europe 1 à Pamiers dans l'Ariège. Les agriculteurs manifestent depuis plusieurs jours pour dénoncer des charges et des normes trop lourdes. Les cours sont suspendus à l'université Rennes 2, bloqués par des étudiants qui protestent contre la loi immigration, fer de lance traditionnel de la contestation étudiante. Rennes 2 compte quelques 21 000 étudiants au total. Deuxième jour du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. L'accusé qui ne s'était pas présenté hier a été interpellé ce matin chez lui. Ce proche de l'assaillant devrait être devant la cour cet après-midi après un entretien avec son avocat. Au total, 7 personnes sont jugées devant la cour d'assises spéciale de Paris, dont 5 pour association de malfaiteurs terroristes criminels et 2 pour des délits connexes. Les forces israéliennes disent avoir encerclé Khan Younes, épicentre des combats dans le sud de Gaza. Le Hamas annonce que près de 25 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne. Selon un média américain, Israël a proposé au Hamas 2 mois de pause dans les combats en échange de la libération de tous les otages. 136 hommes, femmes et enfants sont toujours aux mains des terroristes. Anatomie d'une chute, va-t-il poursuivre sa course folle après avoir décroché la Palme d'Or à Cannes, 2 Golden Globes? Le film français pourrait être nominé aux Oscars. Les prétendants vont être dévoilés aujourd'hui. La 96e cérémonie des Oscars est prévue le 10 mars. Et puis, Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. C'est du tennis. Le Serbe a battu l'Américain Taylor Fritz en 4-7. Il est désormais à 2 victoires d'un 25e titre en Grand Chelem. On termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Cagnes-sur-Mer. Il vous conseille de jouer le 4, l'As, le 12, le 14, le 10, le 13, le 7 et le 2. Pronostics à retrouver sur europe1.fr. Et pour prolonger ce que vous disiez, Émilie, et cet accident de la route près d'un point de blocage qui a coûté la vie à une femme, le procureur de la République vient de publier un communiqué après la mort de cette agricultrice en Ariège. Voici ce que dit ce communiqué. En l'état des tout premiers éléments recueillis par les enquêteurs et sous réserve de confirmation ultérieure, il est possible d'indiquer qu'un véhicule automobile arrivant de Toulouse et se dirigeant vers l'Andorre avec à son bord un couple et une de leurs amies, tous 3 de nationalité étrangère, ont emprunté la route nationale 20, malgré le dispositif mis en place pour en interdire l'accès. En circulant sur la double voie, leur véhicule a percuté en pleine nuit et sans éclairage public à proximité un mur de bottes de paille érigé sur toute la hauteur jusqu'au pont. Et alors que ce mur de paille était recouvert d'une grande bâche noire, or était installé derrière ce mur de paille un grand barnum où des manifestants se resteraient. Le véhicule a alors percuté 3 personnes avant de finir sa course contre la remorque d'un tracteur et d'ajouter ainsi, et au regard des tout premiers éléments de l'enquête qui débutent à peine, les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel. Et c'est évidemment la phrase la plus importante que je vous relis. Ainsi, au regard des tout premiers éléments de l'enquête, les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel. Les sapeurs-pompiers de l'Ariège, rejoints sur place par le service d'aide médicale d'urgence et de l'Ariège, ont très rapidement pris en charge les victimes qui ont été percutées par le véhicule automobile. Il s'agit de 3 membres d'une même famille. La mère, âgée d'une trentaine d'années, est décédée sur place des suites de ses blessures. Le père d'une quarantaine d'années est grièvement blessé. Il a été conduit à l'hôpital. L'état de santé de leur fille, âgée de 14 ans, est jugé préoccupant. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. C'est le communiqué, évidemment, de la préfecture. Et 3 membres d'une même famille. La mère est décédée, le père est grièvement blessé. Et le fils est dans un état préoccupant. C'est évidemment une journée sombre. La fille, pardonnez-moi, âgée de 14 ans, est jugée dans un état préoccupant. Merci beaucoup, Émilie Dez. Il est 11h07. Europe 1. Europe 1, 11h, 13h.
Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h sur Europe 1, vous réagissez avec Pascal Praud à l'antenne. Vous composez dès maintenant le 01 80 20 39 21. Jérôme Bail, qui est agriculteur, l'une des figures de la mobilisation sur un barrage agricole qui bloque l'A64, Toulouse-Bayonne. Vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Et j'imagine bien sûr que vos premières pensées ce matin vont pour cette agricultrice qui est décédée. Bien sûr. En plus, je la connaissais très bien. Donc, je la connaissais très bien car à 6 heures ce matin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner et que moi, je tombais de mes vaches. J'aurais jamais pensé à avoir cette terrible nouvelle. Voilà. J'adresse d'ailleurs toutes mes condoléances à sa famille, à la famille d'Alexandra et tout mon soutien à tous les agriculteurs ariégeois qui étaient auprès d'elle hier soir et qui seront toujours marqués par cette terrible nouvelle et ce drame, vraiment ce gros drame, on va dire. Il est possible effectivement que la nature du mouvement ait changé de nature précisément avec cette mort, parce que bien sûr le gouvernement peut aujourd'hui réagir d'une manière différente, en tout cas prendre en compte ce qui s'est passé. C'est une agricultrice, c'était quelqu'un de votre monde, un monde qui aujourd'hui est en très grande difficulté bien sûr, et qui est soumis à des normes imbéciles, parfois à des diktats idéologiques, et à un soutien qui n'est pas toujours présent dans l'espace médiatique, Monsieur Bail, comme si les paysans, au fond, on aimait parfois les écouter à la télévision avec Karine Le Marchand, on aimait aller portes de Versailles pour voir ce monde ancien, mais qu'on n'entend pas, au fond, et leurs préoccupations, et leurs colères, et leurs revendications. Mais oui, mais c'est entièrement ça, vous résumez bien la situation. Et c'est ce que je disais ce matin en direct sur une autre chaîne de télé, parce que j'ai la chance en ce moment de faire énormément de plateaux de télé. Et je leur ai dit, aujourd'hui, on fait l'actualité, vous parlez de nous tous les jours, à longueur de journée. On a tous les journalistes avec nous qui sont sur notre point de blocage, on en a énormément. Mais si le combat agricole, il n'est pas que effet. À la grille de lecture des médias, c'est-à-dire souvent ce sont que des hommes. Il n'y a pas de diversité chez les paysans. La viande, le vin, ils ne sont plus à la mode, bien souvent chez les mangeurs de tofu. Des gens qui n'ont jamais fait pousser un coquelicot sur leur balcon vous donnent des leçons de maintien. Le glyphosate, c'est pas bien. Les pesticides, c'est pas bien. Les bovins, ça pollue, etc. Et c'est ça, les médias, ils sont influencés bien souvent par cet état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des bonnes victimes, si j'ose dire, et des mauvaises victimes. Et dans l'espace médiatique, les paysans, c'est pas des bonnes victimes. Mais aujourd'hui, pourtant, je pense que nous, on a fait l'effort sur notre blocage, sur l'action qu'on a lancée. Moi, mon ordre était vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir au monde, à la population française, d'ouvrir ce que c'était l'agriculture. On a eu énormément de médias chez nous, on en a toujours énormément. Et moi, je dis, allez dans les fermes avec les télés. N'ayez pas peur d'amener les fermes avec les télés. Nous, on n'a pas des fermes resplendissantes qui brillent de mille feux, peut-être. Mais je veux leur montrer que nos animaux ne sont pas maltraités, qu'on n'est pas des assassins, on ne traite d'assassins avec les pesticides, on rentre des produits bio et de l'étranger, des produits bio, je le répète, et de l'étranger qui utilisent des pesticides et des matières actives qui sont interdites en France. Et nous, on nous traite de pollueurs. Vous savez, je vais vous sortir une anecdote, vous allez sûrement rigoler, et ça revient très bien à comment vous avez résumé l'histoire du coquelicot. Mon voisin, un de mes voisins, je vais dire, une fois crié parce que je mettais du génoxone, donc une matière active pour tuer les ronces sur les clôtures des vaches. Et il m'a traité de tout, de pollueur. Et 2 jours après, il est devenu me demander 2 litres de Roundup de glyphosate pour traiter sa cour. Donc en fait, moi j'étais un pollueur, je tuais tout le monde chez moi, mais lui qui allait utiliser ce produit-là sans connaître les dosages, sans avoir fait les formations qu'on fait nous, avec tous les trucs de respect de dose et ceci et cela, il allait mettre 10 fois la dose ou 20 fois ou 30 fois la dose que ce que je mettais moi, normalement.
Et ces gens-là qui donnent énormément de leçons, au bout d'un moment, c'est pesant. C'est pesant. C'est des gens qui font du bruit, qui le dimanche matin à 8h30 vont tondre, par exemple, une à tondeuse, couper du bois, et qui crient nous quand on travaille à 10h du soir parce que ça les dérange. Voilà. Merci, on va marquer une pause et vous êtes avec nous, bien sûr, Monsieur Boyle. Vous êtes agriculteur. Est-ce que le barrage est levé, le barrage sur lequel vous étiez, qui bloque la 64 ? Non. Et le barrage, il est toujours en place. Mais bien sûr, on n'est pas prêt de le lever. Bon, les conditions sont simples. Et le barrage où il y a eu l'accident, est-ce que vous savez s'il est levé ou pas ? Oui, ils ont fait un communiqué de presse que par respect envers la famille et envers tout le monde, ils ont décidé de quitter les lieux. Mais par contre, ils m'ont fait passer un message personnel en disant que pour Alexandra et pour eux, pour leur fierté et par solidarité, il faut qu'on continue à se battre et qu'ils viendraient se rejoindre à nous, et qu'il faut vraiment qu'on se batte et qu'on continue ce mouvement pour la profession agricole. La jeune femme qui est décédée s'appelait Alexandra, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup. Il est 11h14 et nous continuons évidemment, et vous pouvez nous appeler pour réagir sur ce sujet qui est absolument passionnant parce que la France des terroirs, elle est un objet de mépris depuis de nombreuses années. À tout de suite. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal, nous retrouvons Thierry, agriculteur et qui bloque la 7 dans la Drôme. On va être dans une seconde avec lui. Simplement, je vous propose d'écouter peut-être quelques interventions. Celle d'Arnaud Rousseau, il est président de la FNSEA. Il était Il était ce matin sur Radio Monte-Carlo. Des blocages qui vont s'échelonner tout au long de la semaine, de manière continue ou sporadique, en fonction des endroits. Il n'y a pas un seul département qui aujourd'hui ne va pas rentrer en action. Les choses vont se faire de manière cadencée pour continuer à montrer que ça n'est pas juste un coup de fièvre, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, mais bien un sujet de fond. Je salue d'ailleurs notre ami Fabrice Lafitte et Olivier Guénec. Bonjour. On me dit que Radio Monte-Carlo est devenu RMC. Oui, ça a changé. Et Europe numéro 1 est devenu Europe 1. Et Monsieur Liberty, ça me le dit tous les jours. Ça va alors. Comment ça va, cher Monsieur Guénec ? Tout va bien. Vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, vous savez ce que c'est que ce jour ? C'est-à-dire le lendemain de l'anniversaire ? Oui. Non, dites-moi. Vous n'avez pas vu Alice au Pays des Merveilles quand vous étiez enfant ? C'est le non-anniversaire. C'est un non-anniversaire. C'est la chanson du lapin. Le non-anniversaire. C'est un non-anniversaire, un non-anniversaire. Je savais pas, très bien. Le lendemain, d'accord. Vous ne connaissez pas vos classiques. C'est la redescente de l'anniversaire, d'accord. La redescente, c'est pas le mot, c'est un non-anniversaire. Vous n'entendez pas ce que je vous dis ? Mais si, vous n'avez Alice au Pays des Merveilles. Oui. Vous l'avez lu, vu, écouté ? Plutôt vu, vous me connaissez, plutôt vu que lu. Et le seul passage qu'ils connaissent de cette histoire, c'est « Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard ». Avec le lapin. Exactement. Bon, je vous propose d'écouter Quentin Le Guillou, qui est secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Il est agriculteur dans l'Eure-et-Loire. Il a été invité de Dimitri Pavlenko ce matin à 7h10 sur Europe 1. Et je vous propose de l'entendre. C'est pas une exploitation qui me permet de vivre indécemment. Par exemple, là, vous en êtes où là, de vos comptes 2023, si je peux me permettre de vous poser la question ? Je continue à me sortir 1 500 € par mois. J'ai hâte d'être au mois de juillet pour la nouvelle moisson, parce qu'il va me falloir de la trésorerie assez rapidement sur l'exploitation. Clairement, aujourd'hui, le principal sujet est clairement, en fait, une base de tout, c'est le revenu. Aujourd'hui, d'où un agriculteur qui... Vous l'utilisez 3 fois par jour parce que vous mangez matin, midi et soir, d'où un agriculteur doit toucher moins de 1 000 €. C'est pas entendable, c'est pas possible. Si un agriculteur est capable de sortir 2 500, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut parler, entre 2 000 et 2 500 € minimum sur son exploitation, on est prêt à avancer sur des normes environnementales, on est prêt à réduire, on est prêt à mieux faire. Mais pour ça déjà aujourd'hui il faut qu'on voit au bout, il faut qu'on soit bien, avec de l'argent, avec du revenu, et une vie sociale, parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a plus de revenus, la vie sociale s'effondre, ça va mal dans les foyers, et aujourd'hui, on arrive au pire sur les exploitations. Bon, le combat écologique, bien sûr qu'il doit être mené. Je rappelle quand même que la France est responsable de 0, je ne sais combien des émissions de gaz, ou d'effets de serre. Évidemment, les Français en plus ont fait le job, les agriculteurs ont fait le job. Donc, au nom d'idéologie, on est en train parfois de faire mourir le monde agricole. C'est-à-dire, on stigmatise ceux qui mangent de la viande, on part en lutte contre parfois nos produits viticoles. Donc c'est vrai que quand vous êtes paysan, vous avez le sentiment d'être mal aimé, maltraité par des minorités actives.
Parce que le grand public, il est avec les paysans, mais les minorités actives et l'espace médiatique n'a de cesse de culpabiliser notamment ce monde et parfois les consommateurs également, en les incitant à manger du tofu. Ben non, on va pas tous manger du tofu en fait. Il y en a qui ont envie parfois de manger de la viande. Et il faut les écouter. Écoutons Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Je les soutiens à 100% et je dis au gouvernement, rendez l'argent aux paysans. Rendez-leur l'argent que vous leur prenez. On doit leur apporter notre soutien. Oui, s'il faut que demain, les Français viennent sur ces points de blocage pour les soutenir, je le dis, je le ferai, nous le ferons. Nous sommes avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes agriculteur. Dans la Drôme, à Néron, 2640, oui. Bon, est-ce que vous vous reconnaissez dans les témoignages qu'on entend, et notamment sur les revenus ? Ah, bah, sur les revenus à 100%. Ce que je regrette, c'est qu'un petit peu les jeunes agriculteurs, et malheureusement, face à, je dirais, une situation qui devient bientôt irréversible, et tendance à un petit peu se réveiller face à une FNSEA qui les a pendant très longtemps endormis. Vous-même, vous êtes agriculteur dans quel domaine, Thierry ? Dans la céréale, mais notre exploitation a connu le tabac, les fraises. Moi, j'ai passé ma jeunesse dans les champs de tabac, dans les champs de fraises, dans l'élevage. Nous faisons de la viande bovine. On faisait du tabac, oui, on cultivait le tabac. Il y avait beaucoup de cultures de tabac dans la Drôme dans les années 60, 70, 80. Toutes les exploitations avaient une parcelle de tabac. Mais ce tabac était était produit à quelle destination ? Cigarettes ? Bah, cigarette, c'est la CETA qui nous l'achetait à l'époque, la CETA, avant qu'elle se désengage du circuit du tabac, voyant peut-être arriver les masses de cancer qui arrivaient. Mais bon, j'ai connu des fumeurs de bon tabac noir qui ont vécu jusqu'à 90 ans. Donc, est-ce que c'était le tabac ou finalement les produits qu'on mettait dans le tabac ? Parce que je me rappelle tout jeune, mes parents allaient à Bergerac, j'avais été une fois, et aussi qu'on nous faisait faire des tabacs qu'on appelait poreux, avec une texture poreuse, pour justement que les tabacs pompent des sauces afin d'inciter les gens à fumer. Et ça, c'était la CETA, c'était un organisme d'État. Mais je ne savais pas effectivement qu'on cultivait du tabac. Et vous savez, les cigarettes, c'était quoi ? C'était la gauloise traditionnelle, un peu des blonds, plutôt des brunes. Un peu des tabacs. Oui, on travaille plutôt pour la bonne gauloise, la bonne vieille gauloise. Alors, on découvre 2-3 choses depuis quelques jours. D'abord, on a le sentiment que la loi Egalim, elle n'est pas tellement respectée. C'est Egalim 3. Egalim 3, c'est de respecter, en fait, les producteurs, c'est bien cela, que ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, et notamment la grande distribution, fassent attention à ceux qui produisent. Nous sommes d'accord ? Tout à fait. Enfin, d'accord sur la forme, sur le fond pas du tout, parce qu'en réalité, la loi Egalim 3, comme la loi Egalim 2, comme la loi Egalim 1, comme la loi Egalim tout court, sont une succession d'empêlages où c'est qu'on dit il faut contractualiser entre les agriculteurs et je dirais les industriels. Sauf qu'entre les deux, il y a les coopératives, sauf qu'entre les deux, il y a le climat qui fait un petit rendement ou un gros rendement. Entre les deux, vous avez, je dirais, les aléas climatiques, et comme les agriculteurs mettent majoritairement leurs céréales dans les coopératives, leur production dans les coopératives, de toute façon, du moment qu'ils sont livrés, ils en perdent la maîtrise. Et le contrat est super, il est tissé de papier, il est formidable le contrat. Mais dans le contrat, les clauses sont toujours ni unilatérales et jamais figées, parce que de toute façon, on travaille avec du vivant. Donc, c'est très difficile. Vous le prenez cette année avec la sécheresse et puis derrière les pluies torrentielles que nous avons eu au mois de septembre. On ne sait même pas les blés on n'a pas emblavé les surfaces qu'on voulait, etc. On va devoir faire plus de culture de printemps. On ne sait pas si on pourra les irriguer. C'est un carcan infernal. Alors Thierry, on va marquer une pause parce que vous avez fait quasiment la transition tout seul sur les normes. C'est-à-dire que ce qu'on découvre également de normes imbéciles, de dictates idéologiques, ajoutés à une sorte de morgue méprisante envers vous, est effrayant. C'est-à-dire que, par exemple, avec ces inondations, parfois il y a des cours d'eau qui traversent vos propriétés ou des fossés. Vous n'avez pas le droit de toucher un fossé. Il y a une branche dans un fossé, vous n'avez pas le droit de l'enlever. Alors j'imagine que vous le faites quand même, bien sûr, mais celui qui a pondu cette règle-là, dans quel cerveau malade de petit homme gris peut-on pondre des règlements de ce type ? Eh bien, on va vous poser la question tout de suite après la pause. Il est 11h25, vous êtes sur Europe 1.
À une ou deux générations près, on a tous, a priori, quelqu'un qui vient de la ruralité. Oui. C'était la France en 1920, il devait y avoir 80 ou 90% de ruraux. C'est ou votre grand-père ou votre arrière-grand-père, la probabilité est grande que vous soyez des ruraux, comme peut-être monsieur Djifab. Absolument. Qui vient de ce monde-là. Nous, on vient du monde de la pêche à Bretignolles-sur-Mer, par exemple. Où c'était des familles de pêcheurs qui mouraient jeunes, d'ailleurs, parce que bien souvent, ils ne revenaient pas. Bien souvent. Hélas, ils ne revenaient pas. Donc, vous aviez, dans ces villages-là, des femmes qui étaient veuves, en grand deuil, toute leur vie à partir de 40 ans, 45 ans. Et j'ai connu ces femmes-là, elles en avaient 70 ou 75, quand j'étais enfant. Émilie Dez, à 11h31. Les syndicats agricoles ont décidé de lever le barrage de Pamiers dans l'Ariège après le drame survenu ce matin. Une agricultrice d'une trentaine d'années a été tuée. Son mari et sa fille adolescente sont dans un état très grave avec un pronostic vital engagé. 3 personnes sont en garde à vue. Les 3 occupants de la voiture qui a foncé sur le barrage, ils sont d'origine arménienne. Les tests de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants du conducteur sont négatifs selon le procureur qui souligne que l'accident ne semble pas revêtir de caractère intentionnel. Les points de blocage se multiplient ces derniers jours. Les agriculteurs manifestent pour dénoncer des charges et des normes trop lourdes. Invité sur Europe 1 ce matin, Fabien Roussel accuse le gouvernement d'avoir allumé l'incendie. Le secrétaire national du Parti communiste appelle à une convergence des colères. L'armée israélienne a perdu 24 soldats à Gaza hier, sa plus lourde perte en une journée depuis le début de son offensive terrestre. Tsahal qui dit avoir encerclé Khan Younes, épicentre des combats dans le sud de Gaza. Selon un média américain, Israël a proposé au Hamas 2 mois de pause dans les combats en échange de la libération de tous les otages. Et puis le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, n'est plus qu'à 2 victoires d'un 25e sacre inédit en Grand Chelem. Il s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie après avoir battu l'Américain Taylor Fritz en 4-7. Merci Émilie. On est avec Thierry, donc, qui est agriculteur dans la Drôme. Il est en colère. Europe 1. Pascal Praud et vous. Et quand je dis il est en colère, je pourrais dire au fond il est triste aussi, parce qu'il y a une sorte d'accumulation de tristesse sur ce monde qui est tellement méprisé par les élites et depuis si longtemps, Thierry. Oui, Pascal, oui. Non, je dis que, ça me rappelle d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes, je dis que vous êtes souvent méprisé dans le monde médiatique, souvent méprisé. Il y a plein de raisons d'ailleurs. D'abord, vous êtes peu présent sur les plateaux de télévision parce que vous êtes en train de bosser, tout simplement. Vous êtes sur le terrain, dans tous les sens du terme. Et alors, ces beaux esprits qui parlent de votre métier, qui ne connaissent rien à rien, mais qui le voient uniquement avec un prisme idéologique en vous imposant des normes pour sauver la planète et qui, au fond, vont vous faire mourir. Oui, alors tout à fait. J'écoutais M. Roussel qui disait que le gouvernement avait allumé l'incendie, mais je rappelle quand même que M. Roussel fait partie des idéaux politiques qui ont quand même fourni le carburant pour allumer l'incendie. Puisque de toute façon, vous le savez très bien, Pascal, que l'agriculture est accablée, comme vous le dites, de normes, de contraintes qui sont souvent des idéologies, mais qui de toute façon sur le terrain se traduisent que par de l'agacement, d'une surcharge administrative qui de toute manière n'amène rien à l'écologie. Les agriculteurs sont par nature des écologistes. Ce sont eux qui ont fait vivre des paysages depuis des décennies dans nos campagnes. Et aujourd'hui, je suis le long d'autoroute en train de regarder la Berrière. Il y a un tas de merde, de bouteilles en plastique, de canettes de bière et tout ça. Et là, ça ne gêne personne. Donc voilà, chez moi, il n'y a pas de sac plastique qui traîne parce que mon père m'a appris à les ramasser, les sacs en plastique, en me bottant les fesses. Mais Thierry, j'ai le droit de dire que j'aime ce monde que je connais finalement assez peu d'ailleurs, puisque ça fait bien longtemps, on est à 2 ou 3 générations où il y avait des ruraux dans ma famille, mais j'aime évidemment votre franc-parler, j'aime les valeurs que vous défendez et notamment celles du travail quand même, parce que combien d'heures chaque semaine, Thierry, pour vous ? Oh, monsieur Pro, j'ai 60 ans. J'ai quitté l'école à 14 ans parce que j'ai 2 professeurs de maths et j'avais dans mes opérations 2 résultats différents. Donc j'ai quitté la MFR et j'ai été travailler avec mon père. Et j'ai fait 7-8 années d'aide familiale. On travaillait samedi, dimanche. Comme j'ai dit tout à l'heure, on faisait du tabac, de la fraise, des vaches, on coupait du bois. Et on travaillait entre 75, 80, 90 heures par semaine. Souvent des 14 à 16 heures par jour. Et on n'a jamais bronché. Le plus fort, c'est qu'on a aidé nos parents. Aujourd'hui, quand même, vous levez le pied un peu à 60 ans. Est-ce que vous prenez soin de vous ? Moi, je suis un homme de projet. Donc j'ai plein de projets dans la tête qui, malheureusement...
on pourra en parler si vous m'invitez sur un plateau télévisé. Parce que le bon sens n'a pas de limite et c'est ma motivation personnelle et d'avoir des projets. Donc vous ne levez pas le pied forcément. Est-ce que vos enfants ont repris le travail que vous faites ? Non, j'ai vraiment un fils qui est malvoyant et qui ne peut pas faire ce que je fais à 80 ans. Et j'ai une fille qui est dans le taxi, qui conduit son entreprise avec toutes les problématiques qu'elle découvre et qui est aussi très engagée, mais qui rencontre toujours des problématiques, simplement. Bon, actuellement, elle gagne bien sa vie. Elle me dit, je sais pas comment vous faites dans votre métier pour travailler comme des cons et crever de faim de la sorte. Et vous, par exemple, c'est indiscret de vous demander combien en fin d'année, le revenu annuel, par exemple sur votre feuille d'impôt, combien vous avez déclaré de revenus l'année passée ? 18 000 euros. Donc 18 000 euros, ça fait moins de 1 500 euros par mois, je pense. 18 000 oui, pour euros. 80 heures de travail par semaine, et je suis souvent le dimanche et le samedi au bureau pour régler les problèmes administratifs que nous crée notre charmante administration soviétique. Non, mais c'est drôle ce que vous dites, parce que Gorbatchev disait il n'y a qu'un pays où le communisme a réussi, c'est la France. Donc, c'est ce que me disait mon père il y a 20 ans, il me disait la France, le communisme a quitté les pays de l'Est et il a envahi l'Europe de l'Ouest. Non, mais c'est la suradministration, tout le monde est d'accord, tout le monde souligne ça, les normes qu'on vous impose, les papiers que vous devez faire. Je n'arrive même pas à comprendre, parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Si Emmanuel Macron était là, il dirait oui, effectivement, je veux simplifier, mais ça ne se simplifie jamais. Ben non, parce qu'en réalité, le problème, c'est que comme vous le savez, on a voulu, après les années Mitterrand, faire un pays du tertiaire, du prestation de service à la personne et du tertiaire. Et malheureusement, on a fait des bacheliers, on a fait des cadres, on a fait des techniciens qui, finalement, au bout de 10 ans de vie parisienne, se cassent pour élever des chèvres en Ardèche. Donc c'est un gâchis total, quoi, hein. Oh, et bon, faut que vous veniez nous voir, Thierry. Michel, excusez-moi, Michel, Pascal. Oui. Michel, c'est ma mère. Cessez de faire intervenir sur vos plateaux des essayistes qui sont des gens issus des gouvernements passés qui ont conduit la France dans cette impasse. Faites venir des gens qui ne sont pas des essayistes, mais des gens qui ont du vécu. Mais Thierry, moi je vous invite, mais le problème, et c'est pour ça que les plateaux de télévision sont avec des essayistes, parce qu'ils sont à Paris, et leur métier c'est de parler. Vous, votre métier c'est de travailler. Si je vous demande de venir à Paris, vous allez venir pendant une journée ? Vous allez perdre une journée pour venir sur le plateau de CNews ou d'Europe 1 ? Oui, règle pour mes collègues agriculteurs moi je vous invite. Pour aller soutenir nos amis de l'Ariège qui viennent de perdre Alexandra dans des conditions pitoyables. Donc oui, là, je crois que je vous invite, on peut Thierry. imputer cet accident au gouvernement, aux gens qui sont en place, qui n'ont pas vu le déclin dans lequel était l'agriculture. Pourtant, moi, si vous allez sur mon Facebook, je l'ai cartonné. On n'a pas souvent les moyens d'expression. Et si vous nous donnez la parole, c'est avec grand plaisir. Mais je serai pas moins authentique que je suis là actuellement avec vous. Parce qu'il y a trop de choses qui ne sont plus acceptables dans le monde agricole. Sandrine Rousseau, par exemple, je disais qu'elle fait partie de ceux qui attaquent le monde paysan. Elle a produit un tweet qu'elle a retiré très rapidement d'ailleurs. Ce que font les agriculteurs depuis 2 jours, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rails dégradés, c'est inadmissible et le silence du gouvernement est absolument incroyable. Bon, elle a retiré son tweet. Combien d'agriculteurs suicidés ? Oui, depuis des décennies. Non mais Madame Rousseau, je veux dire, son prisme, c'est effectivement de sauver la planète pour des raisons idéologiques. Moi, je veux bien, évidemment, que l'écologie soit un combat, mais pas comme elle le mène. J'ai peur que la planète ne survive pas aux cons. Oui, bien sûr. Malheureusement. Bon, merci en tout cas Thierry. Moi, je retiens l'invitation. Bien sûr possible, et ce serait bien que vous veniez à Paris, bien sûr. Peut-être que vous serez d'ailleurs présent au Salon de l'Agriculture. Pas forcément. Bon, écoutez, moi, l'invitation est lancée. Si vous voulez venir demain matin à Paris sur CNews, moi, vous venez. Hein, vraiment, il n'y a pas de... Demain matin, ça sera peut-être difficile parce que je serai avant tout avec mes collègues et on n'est quand même qu'en première journée d'action. Donc, on va essayer de maintenir l'action. Sur Europe 1 et sur CNews, vous serez le bienvenu. Pas Merci. de problème, je note Pascal et n'hésitez pas à me recontacter pour mais comment
Monsieur Guénec a vos coordonnées. Bien sûr. Monsieur Guénec. On va le faire venir, Thierry. Bien sûr. J'espère. Merci. Bon, merci. À très bientôt. Merci Thierry. Merci. C'est une journée sombre. À très bientôt, Pascal. Merci à toute l'équipe. Au revoir. C'est une journée sombre, bien sûr, puisqu'un accident de la route près d'un point de blocage mis en place par les agriculteurs, mis en place par des agriculteurs, a causé le décès d'une femme qui s'appelle Alexandra, nous disait Thierry. Et nous allons poursuivre, bien sûr, ce sujet dans quelques secondes. Europe 1, Pascal Praud. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, 11h-13h. Vous écoutez Pascal Praud et vous. Et dans un instant, nous retrouverons Frédéric Roy, Pascal, artisan boulanger et cofondateur du collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat. Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Il parle d'une convergence possible des colères. C'est le gouvernement qui décide d'augmenter de 10% l'électricité. Les paysans, ils vont la payer. C'est le gouvernement qui décide d'augmenter les franchises médicales. Ça va toucher aussi les paysans. Quand ça touche tous les Français, ça les touche eux aussi. Donc c'est le gouvernement qui allume le feu. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une forme de convergence de nos colères pour faire pression sur le gouvernement. Convergence des colères ? Oui, une convergence des colères parce que je l'entends moi-même. C'est pas la première fois que je le dis. Vous voulez qu'il y ait une agrégation entre les différentes révoltes ou en tous les cas crises en ce moment ? D'abord, je souhaite pas avoir, je le dis, je souhaite pas avoir mon pays à feu et à sang. Je souhaite que le gouvernement crée les conditions d'un pays apaisé où les Français puissent vivre de leur travail et retrouvent leur pouvoir d'achat. Mais j'appelle aussi à la contagion des colères au Parlement et s'il maintient ces choix-là, j'appelle à faire tomber ce gouvernement, qu'il rentre à la maison directement. Frédéric Roy est avec nous, il est boulanger. Bonjour Monsieur Roy. Bonjour Pascal Praud. Est-ce que vous pourriez rejoindre, pourquoi pas, ce mouvement de colère et le mouvement des agriculteurs ? Ça a déjà commencé ce matin dans le sud-ouest. J'ai quelques collègues qui ont rejoint les paysans sur l'autoroute. Mais ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que les boulangers ne produisent plus de pain ? Ça veut dire que certains se libèrent du temps pour manifester parce qu'il y en a ras-le-bol. Ça fait un an qu'on attend une baisse probable de l'énergie, mais non seulement on n'a pas de baisse, mais on nous annonce une augmentation. Donc là, c'est plus de la colère, c'est un ras-le-bol infini, quoi. Moi, à titre personnel, j'ai du matériel à changer, je ne peux pas le changer. J'ai promis à mes salariés de les augmenter ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, parce qu'eux aussi vivent l'inflation. Il arrive un moment, il faut aussi pouvoir les rémunérer. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai un collègue boulanger qui m'a envoyé un message pas plus tard qu'hier pour me dire qu'il venait de payer ses salaires et que ses chèques étaient rejetés à la banque. Voilà les situations qu'on voit et qu'on entend aujourd'hui. Donc, c'est plus un ras-le-bol, je ne sais plus quoi dire, mais je veux dire, c'est plus de la colère, c'est une révolte. J'ai plus de solution à proposer à mes collègues. En tant que responsable du collectif avec mes 3 autres collègues, on n'a plus de réponse. On va rejoindre les agriculteurs s'il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le choix, on va y aller. Monsieur Roy, pour qu'on comprenne la situation, par exemple, vous avez une boulangerie ? Oui, j'ai une boulangerie. Je suis un petit artisan de quartier, comme il y en a beaucoup en France. Elle est où ? Oui, à Nice. Je suis à Nice. Vous avez combien d'employés ? Alors, il y a moi, ma femme, et j'ai 2 salariés. Bon, c'est une boulangerie qui est dans le centre-ville de Nice qui... Absolument. Et ça marche très bien. C'est ça l'ironie. On n'a pas de souci de chiffre d'affaires. Le souci, c'est la rentabilité aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on rémunère. On a des soucis pour trouver aussi des salariés. Donc, il faut qu'on propose des salaires qui soient à la hauteur du travail et du mérite. Mais avec ces factures, parce qu'on parle des factures d'énergie, mais l'inflation qui a eu lieu, le beurre qui a augmenté, on n'a pas vu de baisse depuis. On est toujours avec ces prix super élevés. Et on n'attend pas de baisse. En tout cas, pas pour le moment. C'est-à-dire que le prix des matières premières ou de l'énergie, depuis 2-3 ans, a sans doute augmenté dans des proportions très importantes et vous n'avez pas augmenté le prix des gâteaux ou de la baguette en fonction. Ben non, on a augmenté légèrement, c'est ce que j'ai dit, on a augmenté un peu la baguette. Mais les gens vivent l'inflation, on ne peut pas augmenter à la hauteur de l'inflation, c'est pas possible. On a de la concurrence en face, on a des chaînes de boulangerie, on a des grandes surfaces, donc c'est devenu un combat. Mais ce qui nous rend fous, nous, au sein du collectif, c'est qu'on sait au prix qu'on produit l'énergie. On ne comprend pas qu'on produise une énergie à environ 40, 50, 60 euros, qu'on nous la revende à 200 ou 300. Non mais c'est incompréhensible, le marché de l'électricité
fait incompréhensible, c'est-à-dire que moi-même, j'aurais du mal à l'expliquer. Parfois, j'ai rencontré Bruno Le Maire et je lui ai demandé pourquoi on ne sort pas du marché comme les Espagnols et les Portugais l'ont fait. Il te dit que si on faisait cela, parce qu'il n'est pas plus bête qu'un autre, bien évidemment, ça serait pire pour vous. Donc moi-même, j'ai du mal à comprendre le mécanisme. La seule chose que je sais, c'est que quand Giscard a arrêté en 1981, nous étions indépendants énergétiquement, que nous avions les centrales nucléaires et que nous produisions notre propre électricité, et que après Monsieur Hollande, qui a bradé le nucléaire en France et notamment Fessenheim, on est dans une grande difficulté. Et avec ce marché de l'électricité, je suis comme vous, il est absolument incompréhensible, puisqu'on achète de l'électricité à des prix invraisemblables et on la produit à un prix qui est moins important que au prix où on l'achète. Donc si quelqu'un peut comprendre ce qui est né dans les cerveaux des petits hommes gris dans ce système, est invraisemblable. Vous savez, hier en direct sur une chaîne concurrente, j'ai posé la question à un des membres du gouvernement. Je crois qu'elle est la porte-parole, si je ne dis pas de bêtises. Je lui ai dit, madame, voilà, on produit à moins de 70 € le mégawattheure. On me le revend 300. Qui s'en fout plein les poches? Je n'ai pas eu de réponse. Mais non, mais elle-même, elle ne comprend. Moi, je pense que personne ne comprend rien. Ce sont des dispositions. En fait, le politique a perdu son pouvoir et l'a donné depuis 20 ou 30 ans à, deux grands secteurs, les juges et Bruxelles. Voilà. Donc soit c'est les juges qui, par les conseils d'État ou par des jugements, vous interdisent de faire ce que vous pouvez faire en France, soit c'est Bruxelles qui décide pour vous. Et les politiques, en fait, n'ont quasiment plus de marge de manœuvre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que cette colère, elle est intéressante, mais en même temps, la peur que j'ai, c'est que vos interlocuteurs ne puissent rien faire. Parce que la pêche, par exemple, dans le golfe de Gascogne qui est interdite, c'est pas une disposition française. C'est pas une disposition française. Donc on empêche les pêcheurs français pendant un mois de pêcher parce qu'on leur dit faut sauver les dauphins. Alors le pêcheur que j'ai eu en ligne, il te dit mais moi ça fait 25 ans que je pêche, j'ai jamais pêché un dauphin de ma vie. Jamais, c'est jamais arrivé. Eh bien pendant un mois, si tu es pêcheur dans le golfe de Gascogne, tu deviens fou. Tu deviens fou. Tu dis ces gens sont maboules. Là où il y a un danger à l'heure actuelle, c'est que ce sont les bases qui commencent à se révolter. Vous savez, nous, on n'est pas syndiqués, on appartient à qu'un syndicat. Regardez chez les agriculteurs, c'est la base qui a fait ressortir les vrais problèmes. Parce que nos syndicats ne sont plus à hauteur de négocier. C'est le cas des FNSEA qui ne représentent pas les agriculteurs. En fait, de la même manière que le MEDEF a des soucis parfois avec les petits patrons, parce que le MEDEF défend les grandes entreprises, c'est le reproche qu'on lui fait, la FNSEA défend les grosses ou les grandes exploitations, et celui qui est à 1 000 € par mois quand il les a, et à 600 € ou 700 € de retraite, il comprend en guerre effectivement la politique de la FNSEA. C'est une réalité. Exemple, aujourd'hui, la position de la Confédération nationale de la boulangerie artisanale, le président Dominique Enrat, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est normal qu'on paye plus cher à l'heure actuelle l'énergie parce qu'il faut rembourser les cadeaux qu'on nous a fait. On va l'appeler, tiens, Dominique Enrat, parce qu'il est sympathique. C'est vrai, moi je l'ai eu souvent sur notre plateau. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, on retrouve un peu de gilet jaune dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire une base qui n'est plus représentée par personne, et dans ces cas-là, ça peut partir en vrille. Demandez-lui, si vous l'avez au téléphone, combien qu'il a d'adhérents sur les 33 000 boulangers qui sont en France. Et vous verrez si vous arrivez à obtenir la réponse, parce que nous, on n'arrive pas à la voir. Mais c'est très peu. C'est très peu. Oui, mais c'est lui qui représente dans les médias, effectivement, le boulanger. Alors, j'ai pas envie de en dire du mal, parce que c'est un homme sympathique, et puis je connais pas aussi bien le dossier que vous, forcément. Mais il y a un souci. Il y a un souci, mais je suis pas sûr de voir la solution. En tout cas, à court terme, je ne suis pas sûr. Parce qu'on va encore vous donner un chèque ou des trucs comme ça, mais ça, c'est toujours des... C'est pas la solution. C'est pas la solution, bien évidemment. L'année dernière, on était 5000 boulangers dans les rues de Paris, quand on a rejoint le ministère de l'Industrie. Le mot d'ordre de la Confédération de la boulangerie, c'est « Nous vous demandons de ne pas manifester avec les boulangers qui seront à Paris ». Voilà la position qu'était l'année dernière la position de la Confédération.
Donc, comment voulez-vous qu'on se sente soutenu? Donc, il n'y a plus qu'à nous, il faut qu'on retourne dans la rue, quoi, hein, je veux dire, pour être entendu en direct par le gouvernement. C'est hélas, mais tout le monde a compris de toute façon que, hélas, pour faire avancer son pion, il faut aller dans la rue. Donc c'est quand même, autrement, ils n'en ont rien à faire. C'est quand même très ennuyeux, ce pays. C'est-à-dire que tant que tu manifestes pas, et on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que avec les augmentations du gasoil, avec la limitation de vitesse qui était passée de 90 à 80, en fait, ils s'en foutent. Ils sont déconnectés du pays, ils prennent les décisions, notamment Bercy, et tant que tu n'es pas dans la rue, effectivement, ils y vont, et puis à un moment, ça craque. Ça craque. Ce qui les fait réagir, c'est la peur. Tant qu'ils n'ont pas peur, ils s'en foutent. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on est des moins que rien. J'ai peur que vous ayez raison, si j'ose dire. Bon, merci en tout cas, Frédéric. Merci beaucoup. Et on va marquer une nouvelle pause. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on avait notre ami Frédéric Boulanger, je voulais dire bravo, nous sommes champions du monde. Pourquoi? Pascal. Mais je croyais qu'avec la baguette, c'était la baguette chinoise qui gagnait. Non, parce qu'après 16 années, avoir fait un four et n'avoir ramassé que des miettes, si je puis dire, la France est enfin championne du monde de la baguette. On va saluer le Lyonnais Xavier Sacriste, qui a remporté le titre de champion du monde des boulangers hier à Paris. Il succède ainsi à la fameuse baguette chinoise qui avait remporté ce titre l'an dernier. Il a écrit tout ça. Il a préparé pendant des heures, sa blague. Tout ça est écrit, bien sûr. Tout ça est écrit. Les 13 ans qu'avait fait un four, tout ça est écrit. Oui, c'est voilà. C'est là. Récolter que des miettes, c'est. Il l'a fait à tout C'est le monde. l'humour Pierre-Jean Vaillard. C'est l'humour. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. C'est l'humour André Valton. Il m'a dit regarde Pascal, il va adorer. Je dis oui, c'est super. Fais-le. C'est l'humour le francophonissime pour les plus anciens. C'est l'humour les jeux de 20 heures, la boîte à sel, Robert Roca. C'est l'humour des chansonniers. Ah, la baguette a fait un four. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah, il est magnifique. C'est vous qui êtes à la baguette. Aussi. Fab. Aussi. C'est vous le grand chef. Et chef d'orchestre. Avec Alain. Notre ami Alain. Écoutez, alors, vous avez vu qu'Alain Liberty, il a un vestiaire très étrange. Là, je ne le sens pas. Parfois, il est en costume. Ah oui. Donc on se dit à peu près normal, et le lendemain il arrive comme un adolescent avec des comment dire, un jean, un Jean comme disait ma mère, des tennis, elle disait pas des baskets. Vous avez vu que ses dents sont plus blanches que ses chaussures. Vous avez déjà vu ça? Vous avez pas remarqué? Et il est habillé parfois très jeune et parfois moins jeune. C'est vrai. Parce qu'il y avait des déjeuners importants. Il fait plutôt jeune, hein. Oui, il fait plutôt jeune. Je lui ai demandé son âge et il ne le fait pas. Quel âge il a? Il a plus de 50 ans, il me semble. Ah oui, il fait 22, 23. Vous avez raison, c'est l'éternelle jeunesse. Et il a son jingle maintenant, fait par l'équipe. Oh non. On va éviter. On va éviter. Je suis Liberty. Je m'appelle Alain. Je suis Liberty. J'écoute Europe 1. Qui a fait ça? C'est nous. Non, voilà, dans un moment d'égarement. Vous buvez l'après-midi? C'était le matin. Parce que je tiens quand même à dire que souvent je passe à 17h30, 17h45 pour vous dire bonjour, parce que nous sommes dans un immeuble, on est CNews est au 2e, Europe 1 est au 3e. Vous sortez de votre sieste, oui. Bon. Non, je ne pars pas de ma sieste, mais vous êtes déjà parti à 17h30 hier. À 17h40, il n'y avait plus personne hier quand je suis parti. Pas là hier? Ah bon? À 17h40, c'était votre anniversaire. Bon. Ça m'étonnerait. À 17h40, il n'y avait plus personne. Bon, 11h56, je suis Liberty. Je suis Liberty. Je m'appelle Alain. Je m'appelle Alain. Attention. Je suis Liberty. J'écoute Europe 1. Oh là 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 là, mais magnifique.